Et voilà donc pour cette allocution de Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur. Je passe maintenant la parole à Yves Zlotowski, économiste en chef de Coface, qui va nous présenter son panorama des risques pays pour les économies avancées. C'est à toi, Yves. Merci beaucoup. Donc, je croyais que mon exposé serait pessimiste, mais finalement, après la table ronde de ce matin, j'ai l'impression d'être plutôt extrêmement optimiste. Alors juste pardon, sur le slide d'avant, je vais centrer en fait mon intervention sur la question du risque de crédit entreprise en Europe. Mais je vais d'abord faire un petit point macroéconomique, même si beaucoup de choses ont déjà été dites, donc ce qui me permettra d'aller plus vite. Alors, vous voyez donc dans le graphique de gauche la relation entre dette publique et croissance en 2012. Et ce qui frappe évidemment, c'est qu'il y a vraiment une interaction néfaste entre les deux. Vous avez tous ces pays où la dette publique est élevée et la croissance est très affaiblie. La Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne. Il y a une interaction effectivement néfaste, c'est qu'il y a des dettes publiques très élevées que l'on doit réduire, donc ça a un impact très négatif sur la croissance via tout ce qui a été dit sur la rigueur, et d'ailleurs un impact beaucoup plus négatif que prévu. Et puis, bien entendu, le fait qu'il n'y ait pas de croissance fait augmenter la dette publique par le jeu de l'absence de recettes budgétaires. Et d'ailleurs, en moyenne, en 2013, la dette publique en zone euro va être plus élevée qu'en 2012. Donc, en fait, le désendettement public, il ne se réalise pas de manière concrète. Donc, on ne peut pas attendre grand-chose de la demande publique en 2013. Côté de la demande privée. Alors, vous voyez à droite la richesse nette des ménages. Et il y a des ménages qui sont riches en zone euro. Regardez les ménages belges, italiens, français. Ils pourraient, à la limite, consommer. C'est donc là, les actifs moins la dette. Ils pourraient consommer, mais évidemment, ils ne vont pas le faire. Pourquoi ? Alors, la première chose, c'est ce qui a été évoqué beaucoup dans la table ronde ce matin, c'est le choc social, évidemment, des dévaluations internes, qui se fait effectivement via les réductions de revenus réels et via la dégradation extrêmement rapide des marchés du travail en zone euro, qui effectivement bloquent les processus de consommation pour ceux qui voudraient consommer. En fait, l'environnement social est trop dégradé pour pouvoir générer des comportements de consommation. Et puis, et ça a aussi été dit ce matin, les institutions européennes, elles avancent, mais elles avancent effectivement beaucoup trop lentement. C'est encore trop incomplet pour qu'on puisse se projeter de manière confortable en 2013 sur ce que sera la zone euro, sur ses moyens d'action sur la crise, etc. Ce qui fait, et ça vous voyez dans le graphique de droite, vous voyez la confiance des investisseurs en vert, vous voyez la croissance du PIB, et on sait que l'un est un indicateur avancé du deuxième. Vous voyez que la confiance en zone euro, elle est toujours très mal orientée, elle est compatible avec un niveau de récession, et donc effectivement, c'est pour ça qu'on est toujours, pour la demande interne, dans une situation de contraction en 2013. Alors les exports, justement, est-ce qu'ils vont pouvoir jouer ce rôle de moteur de la croissance? Oui, très certainement, mais pas assez pour compenser les problèmes de la demande interne. Alors pourquoi pas assez? Pourquoi est-ce que ce rôle il est limité? Graphique de gauche, c'est la part des pays émergents dans le commerce extérieur de la zone euro, il est faible. Il est relativement faible, notamment pour l'Italie, pour l'Espagne. Ça reste encore des pays qui exportent massivement en zone euro, malgré les progrès qui ont été évoqués. Puis deuxièmement, il y a la question de la compétitivité, dont Louis Gallois parlera beaucoup au déjeuner. Alors vous voyez ici les coûts unitaires du travail, et ce que je trouve très frappant, c'est que les situations sont extrêmement divergentes selon les pays. Ça a bien commencé à s'ajuster de manière très spectaculaire en Irlande ou en Espagne ou au Portugal. Ce n'est pas encore le cas ni en France ni en Italie. Donc les pays sont dans des situations très divergentes. Et puis, deuxièmement, ce n'est pas parce que la compétitivité coût s'améliore que la compétitivité prix s'améliore. C'est-à-dire qu'il peut très bien qu'en fait, les entreprises qui améliorent leurs coûts en profitent pour accumuler du cash, et notamment parce qu'il y a de la dette future à payer, et que donc ils ne peuvent pas se lancer dans des projets d'expansion. Donc il peut y avoir plutôt des comportements, je dirais, de survie que des comportements de projets d'investissement. Voilà. Et puis troisième raison qui limite aussi le rôle des exportations, c'est vraiment le fait que, c'est ce qui va être évoqué dans la table ronde qui vient, c'est qu'à un moment où en fait, les exportations sont un peu la bouée de sauvetage de la zone euro, il se peut que des pays émergents soient un peu moins enclins à accueillir les produits étrangers, ne serait-ce que pour vraiment protéger leur industrie domestique. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, c'est l'écho à ce qui s'est passé ce matin. On n'est pas plus optimiste, et Jean-Marc Pelloux a déjà dit, on prévoit une récession, moins 0,1%. Pour l'ensemble de la zone euro. Et vous voyez qu'il y a des grandes économies de la zone euro qui seront en contraction de l'activité. L'Italie, moins 1%, l'Espagne, moins 1,5%, la France, moins 0,2%. Donc on a vraiment une partie de la zone euro qui continuera à être en difficulté. Alors, comment est-ce que les entreprises, justement,
se comportent vis-à-vis de cet environnement extrêmement dégradé. Alors, vous voyez en vert le taux d'autofinancement, en bleu la dette du secteur des entreprises rapportée au PIB, et en orange les profits. Alors, vous avez un peu trois cas. Vous avez le cas espagnol et britannique, tout en bas, où vous avez des profits qui sont élevés. Effectivement, avec la dévaluation interne, les profits se sont restaurés très rapidement. Mais comme, justement, ce sont les secteurs d'entreprise qui sont les plus endettés, ben, en fait, ils vont utiliser ces profits pour rembourser leurs dettes futures. Donc, bon, ce n'est pas extrêmement positif. Vous avez la situation franco-italienne. Ce ne sont pas des entreprises surendettées, hein, c'est-à-dire que la dette est relativement beaucoup plus limitée, par exemple, qu'en Espagne, mais très faible profitabilité, très faible taux d'autofinancement, donc grande vulnérabilité à la fois à la conjoncture et au marché du crédit. Et puis vous avez ceux qui s'en sortent bien. J'ai mis les États-Unis, hein, qui ne sont pas dans la zone euro, je crois que vous le savez, mais je les ai mis parce qu'évidemment c'est aussi la très grande force de l'économie américaine qui a été, ça n'a pas été beaucoup évoqué ce matin, c'est justement les entreprises qui sont, et comme les entreprises allemandes, très profitables, peu endettées et avec un taux d'autofinancement élevé. Donc là vraiment, ce sont effectivement, c'est le secteur entreprise les plus résistants. Quand on regarde à un niveau plus agrégé par secteur, ici on a fait une espèce de hiérarchie des risques sectoriels en Europe. Alors, les secteurs les plus risqués, là où Coface a eu beaucoup d'impayés en 2012, l'agroalimentaire, les services, la distribution. Donc, en gros, des secteurs qui sont très liés à des problèmes de consommation en Europe du Sud. Bien sûr, la construction, donc très, très sensible à la conjoncture. Et puis, les métaux. Les métaux, c'est un secteur qui est un peu en amont de la crise de la compétitivité industrielle, qui souffre des problèmes de l'automobile en France, en Italie, donc où il y a aussi eu beaucoup d'impayés. Je dirais que pour le risque sectoriel, on ne peut pas uniquement blâmer la conjoncture. Très souvent, les secteurs sont fragiles parce qu'ils ont des problèmes structurels de long terme que la conjoncture révèle. Bon, alors, c'est évident, avec la construction, il y avait une bulle immobilière en Espagne, on l'a dit. Dans le secteur des métaux, par exemple, en Italie du Nord, il y a beaucoup de petits acteurs très déconcentrés qui sont, par de fait même, par leur structure, extrêmement fragiles. Dans le secteur de la distribution spécialisée, on voit que le problème de la concurrence d'Internet joue un rôle extrêmement négatif. Ce sont des secteurs qui ne se sont pas adaptés très souvent. On l'a vu avec les faillites de Virgin, avec les faillites d'HMV au Royaume-Uni. Donc, il y a des fragilités vraiment structurelles qui viennent se révéler, je dirais, à l'occasion des récessions ou des problèmes de consommation atone. Alors, un pays qui a un secteur industriel particulièrement puissant, c'est l'Allemagne. Bon, il n'y avait pas de très bonnes nouvelles au plan conjoncturel. On prévoit bien un ralentissement à 0,6% l'année prochaine, c'est clair. Néanmoins, on pense quand même que le risque entreprise allemand, il est plutôt stable. Et il est plutôt stable pour les raisons que j'ai dit, c'est que les entreprises allemandes sont plus capables de résister à des problèmes de conjoncture. Alors vous voyez, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a construit le taux de défaillance, c'est-à-dire en gros le nombre de défaillances sur le nombre d'entreprises totales. Et ben, en gros, en comparaison franco-allemande, c'est très net. En gros, le taux de défaillance en Allemagne, il est 2 fois moins élevé que celui de la France depuis 2007. Il y a 2 raisons à cela. Une raison évidemment de fond qui est quand, on l'a dit financièrement, les entreprises allemandes, quelques agrégats que vous preniez, elles sont en moyenne beaucoup plus solides que leurs consoeurs françaises. Mais aussi, on a vu que statistiquement, les défaillances allemandes étaient très sensibles aux exportations. Alors évidemment, je dirais que depuis le trade crunch de 2009, les exportations allemandes, elles ont été très dynamiques. C'était quasiment d'ailleurs en croissance les plus dynamiques de la zone euro. Donc ce qui explique aussi la limitation du taux de défaillance. Bon, alors, moins de défaillances, mais évidemment, c'est souvent la caractéristique allemande, quelques très grosses défaillances, très coûteuses. Donc c'est là où quand même le risque entreprise existe en Allemagne. On les a listés ici pour l'année 2012, Schlecker, distribution, c'est presque 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc ce sont vraiment des défaillances extrêmement lourdes. Il y en a peu, mais quand il y en a, elles sont coûteuses. Alors en France, on considère vraiment que le risque de crédit s'est détérioré. Alors vous voyez ici nos données sur les défaillances qui viennent de notre base de données, et vous voyez en orange, en orange, le coût des défaillances, je me mélange avec les couleurs, qui est donc la dette fournisseur des entreprises défaillantes, et vous voyez en vert les pertes d'emplois associées à ces défaillances. Coût des défaillances, augmentation en rythme annuel de 15%. Coût social des défaillances, en augmentation annuelle de 11%. Donc on voit que le coût économique des défaillances augmente de manière extrêmement sévère en France. On a des entreprises qui font faillite, qui sont de plus en plus grosses en taille et dont l'impact social est de plus en plus dur pour l'économie. Alors quand vous regardez le nombre de défaillances se stabilise à 60 000 en gros par an, on va arriver en fin d'année à 60 000. Je signale que c'était 45 000 avant crise.
Et vous voyez à droite que j'ai dit que la caractéristique des défaillances allemandes, c'était d'être très dépendante des exportations. En France, évidemment, ce n'est pas une surprise, les défaillances sont très dépendantes de la consommation des ménages. Alors comme on pense qu'il y aura une légère contraction de la consommation des ménages, très précisément à moins 0,2 pour 2013, eh ben, il y aura une petite hausse des défaillances, donc on sera aux environs de 62 000 contre 60 000. Voilà. Donc effectivement, pour cette raison, le risque de crédit se tend vraiment en France. Alors, je dirais qu'à un niveau de risque encore plus élevé, on a l'Italie et l'Espagne, où on voit aussi que la situation va à nouveau se détériorer après une année 2012 très difficile. Alors, vous voyez le nombre de défaillances. On est en Italie, en gros, à 2 fois plus de défaillances que le niveau d'avant-crise. En Espagne, 7 fois plus de défaillances que le niveau d'avant-crise. Bon, donc clairement, là, il y a une hausse des défaillances très importante. On est dans des cas, par contre, très différents. Donc, l'Espagne, on l'a dit, énorme dette des entreprises. Donc, il y a la purge de la dette extrêmement lourde qui pèse sur le risque de crédit. Et à ceci s'ajoute ce qui a été évoqué ce matin, c'est le fait que, moi je trouve qu'il y a une très bonne nouvelle en Espagne, pour donner un peu d'optimisme quand même, c'est que la réforme bancaire, elle a enfin commencé. Et c'est vraiment la clé pour moi de la crise espagnole. Elle a commencé certes, mais le problème c'est que l'impact à court terme de la réforme, c'est plutôt du désengagement bancaire, c'est du leveraging. On sait, nos arbitres nous disent que les banques espagnoles ont finalement pas mal soutenu les entreprises, et notamment en cachant les mauvaises créances et en refinançant les crédits. Bon, ça c'est plus possible avec la réforme bancaire. Donc, évidemment, là, on pense que le credit crunch va s'approfondir en Espagne. Italie, c'est complètement différent. On n'a pas des entreprises surendettées, mais on a des entreprises qui sont incroyablement fragilisées par le choc conjoncturel qui a eu lieu en 2012. Donc, à nouveau, une récession et notamment une contraction de la consommation des ménages en Italie qui va énormément affecter les entreprises. Et à ceci s'ajoute effectivement ce qu'a dit Patrick Artus ce matin, ce qui est très spectaculaire, et c'est la nouveauté, je dirais, en 2012, c'est le credit crunch qui commence en Italie. Donc vous voyez là en vert le crédit bancaire italien. C'est vrai que c'est une tradition italienne, les banques ont plutôt tendance à vraiment soutenir les entreprises. Depuis juin 2012, c'est plus le cas. Et là, c'est un nouveau coup négatif pour les entreprises italiennes, ce credit crunch qui commence. Alors, après cet océan de pessimisme, deux économies qui sont quand même dans des situations beaucoup plus favorables, hein, les États-Unis et le Japon, on pense qu'il y aura des croissances positives dans les deux cas. Donc, on est, Jean-Marc Pilou l'a dit, 1,5, on est un petit peu limitatif sur les États-Unis, mais quand même, vu d'Europe, 1,5, ça fait un peu rêver maintenant. Le Japon, donc, à 0,8. Donc bon, les situations macroéconomiques des deux pays ne sont pas trop mauvaises. Ce qui est vrai, c'est que je dirais que le risque entreprise, on ne peut pas dire qu'il s'améliore. D'abord, aux États-Unis, là, vous voyez les données sur la confiance des PME. Je signale que les PME, c'est quand même la moitié du PIB américain, donc sont des PME qui sont beaucoup plus fragiles que la moyenne des entreprises, et on voit qu'elles sont très, très défiantes par rapport aux problèmes politiques, et par rapport notamment aux problèmes de lisibilité de la politique budgétaire, qui ont été incarnés de manière spectaculaire par le débat sur le fiscal cliff. Donc là, le fait que la question soit toujours pas résolue, ça pose effectivement un problème de projection, je dirais, tout simple pour les entreprises. Et puis pour les entreprises japonaises, vous voyez aussi que la confiance, elle est assez volatile depuis le plongeon qu'il y a eu partout dans le monde en 2008-2009. Il y a aussi au problème des exportations en Chine, qui évidemment inquiète énormément les entreprises japonaises parce que c'est un levier de croissance absolument considérable pour les Japonais. Voilà. Alors, je conclus par nos évaluations pays. Donc, je rappelle que nous, on regarde le risque entreprise. On a 7 catégories, de A1 à D. Alors, quelles sont les nouveautés ? On a mis une surveillance négative sur l'évaluation risque pays du Japon. Alors, il y a un très bon risque, les entreprises japonaises payent très bien, donc ça reste un bon risque. Néanmoins, les problèmes d'exportation, effectivement, en Chine, la défiance des PME, les difficultés naissantes de l'électronique de plus en plus concurrencée par d'autres pays d'Asie, on a mis une surveillance négative sur l'évaluation A1. Allemagne, États-Unis, stable en A2. Il y a 3 mois, nous avions mis une surveillance négative sur les évaluations risque pays de la France, des Pays-Bas, de la Belgique, pour les raisons liées à la conjoncture et au risque de crédit entreprise en hausse. Et puis nous annonçons évidemment la détérioration des évaluations pays de l'Espagne et de l'Italie en B. Donc l'année dernière, c'était déjà le cas, j'annonçais déjà une dégradation pour l'Espagne et l'Italie. À nouveau, on considère que le risque se détériore. La seule bonne nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est l'Islande. Je ne suis pas sûr que ça va vous permettre de passer un bon déjeuner. Mais disons qu'en tout cas,
un petit point sur l'Islande. C'est un petit pays, très loin, un peu loin de nous, mais quand même, c'est intéressant. L'Islande a restructuré sa dette privée, l'Islande a dévalué sa devise, et l'Islande a une croissance forte et stable. Voilà. Je ne sais pas si ça doit être une leçon pour la zone euro, mais c'est intéressant. En tous les cas, en conclusion, et je rejoins exactement ce qui a été dit ce matin, c'est que peut-être que la crise financière systémique de la zone euro, effectivement, est quelque chose qui est une perspective qui s'éloigne, comme ça on peut s'en réjouir. En revanche, la crise de crédit des entreprises, elle est loin d'être terminée en 2013. Merci. Yves.